Je crois que vous étiez pas mal à être emballés à l'idée que je fasse cette vidéo et aujourd'hui, ça y est, je prends enfin mon courage à deux mains pour vous présenter mes livres préférés de tous les temps. Cette vidéo sera en deux parties, voire plus, au fur et à mesure des années peut-être, quand d'autres coups de cœur se rajouteront à la liste. Et pourquoi je dis que je prends mon courage à deux mains? Parce que je trouve que c'est très difficile de rendre honneur à ces livres qui nous ont marqués. D'ailleurs, c'est totalement subjectif et c'est totalement relatif, ce sentiment très fort que j'ai envers toutes ces lectures. C'est relatif à la période à laquelle j'ai lu ces livres. Je pense que c'était la rencontre parfaite, au bon endroit, au bon moment, comme souvent quand un livre fonctionne très bien pour nous. Bref, je vais essayer de leur rendre hommage comme il se doit, mais sans trop tarder, parce que vu que j'ai 8 livres à vous présenter, ça risque de faire un petit peu long, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur ces lectures. Bien évidemment, je suis désolée si vous me suivez depuis longtemps, si vous me suivez genre depuis le début. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début? Je sais pas. Enfin, qui sont encore là, je veux dire. Cette vidéo peut paraître redondante parce que j'ai déjà parlé de ces livres pour la plupart, mais je trouvais ça vraiment cool de faire une série de vidéos compilation où je recense tous ces livres qui font partie de mes préférés. Et puis comme il y a pas mal de nouvelles personnes par ici depuis le début de l'année, je me suis dit que voilà, c'était pas mal comme vidéo pour que vous sachiez ce qui me plaît en fait. Et je commence avec une évidence, une saga de fantasy jeunesse écrite par Pierre Bottero et publiée chez Rajo. Je vous parle bien sûr de toute la saga Ewilan, la quête d'Ewilan, les mondes d'Ewilan et également le pacte des marches-ombres, mais j'en parlerai pas trop ici puisque c'est un spin-off qu'il vaut mieux avoir lu après les deux premières trilogies que je viens de mentionner. Ce sont donc trois trilogies dont le premier volume a presque 20 ans puisqu'il date de 2003 et on y suit Camille, une orpheline de 13 ans qui a été adoptée par des parents peu aimants et qui va basculer par hasard dans un monde parallèle au nôtre, le royaume de Gwendalavir. On découvre très vite qu'elle a ses racines là-bas et que c'est un monde magique puisque certaines personnes ont le pouvoir de dessiner, c'est-à-dire de matérialiser tout ce qu'elles imaginent dans la réalité. Elle embarque avec elle son meilleur ami Salim qui n'a pour le coup rien à voir avec cet univers et ensemble ils vont démarrer une quête épique aux côtés de personnages tous plus attachants les uns que les autres et ce pour sauver le royaume de Gwendalavir. Car Camille n'est pas une jeune fille ordinaire comme on va très vite le découvrir, c'est une dessinatrice très puissante et il se trouve que ses parents biologiques n'étaient pas n'importe qui. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une saga jeunesse qui je pense est très connue, je suis sûre que nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Je trouve que ça n'a pas pris une ride, c'est vraiment le genre de bouquin que je pourrais relire à l'infini. Ça m'aurait peut-être pas fait le même effet si je l'avais lu pour la première fois étant adulte, mais quand j'ai découvert ces livres, j'avais 15 ans et l'impact sur moi a été énorme. J'adore les personnages qui sont tous très attachants, même si Camille est surtout très chiante, on ne va pas se mentir. J'adore cet univers qui est incroyable, magique, hyper immersif. Je pense que pour des jeunes c'est hyper marquant, surtout quand c'est les premiers fantastiques ou les premiers bouquins de fantasy qu'on lit dans sa vie. Moi ça m'a laissé des souvenirs indélébiles et en plus la poésie de Pierre Bottero qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, n'est plus à prouver. C'est magnifique ce qu'il écrit. J'ai pas mal de livres en VO anglaise à vous montrer dans ses favoris, mais avant de vous en parler, je vous présente le partenaire de cette vidéo, car oui, nous avons un partenaire et qui tombe à pic, je dois le dire, il s'agit de Cambly. Cambly, c'est une plateforme de cours d'anglais en ligne sur laquelle vous allez pouvoir discuter directement en visio avec des tuteurs et des tutrices dont l'anglais est la langue maternelle. Vous savez que moi j'ai un assez bon niveau d'anglais puisque j'ai eu la chance de le pratiquer jusqu'en master
et c'est une langue que j'entends encore beaucoup via YouTube, via les séries que je regarde et les films, et que je lis régulièrement aussi, comme vous le savez, puisque je lis pas mal de livres en VO anglaise. Mais ça fait bien des années maintenant que je n'ai plus du tout l'occasion de la pratiquer à l'oral, et quand Cambly m'a contactée, je me suis dit que c'était la parfaite excuse pour me remettre le pied à l'étrier. Ce qui est génial avec Cambly, c'est que c'est complètement flexible. Vous pouvez vous arranger exactement comme vous le souhaitez en fonction de votre emploi du temps, puisqu'il y a des professeurs partout dans le monde, donc vous pouvez littéralement avoir des cours à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez choisir votre tuteur en fonction donc de son accent, en fonction de son mode d'enseignement ou encore de sa spécialité. Tout ça, c'est des détails qui sont renseignés sur leur profil, c'est hyper bien fait. Une fois que vous avez trouvé la perle rare, vous allez pouvoir définir ensemble votre objectif, qu'il soit professionnel, académique, peut-être touristique ou tout simplement personnel si vous voulez progresser et pratiquer l'anglais. Et ensuite il n'y a plus qu'à apprendre et à s'amuser aussi. Moi j'ai choisi un tuteur qui connaît bien l'Australie parce que c'est dans mes plans d'aller y faire un petit tour un jour. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'était le naturel de notre échange. Genre, on a vraiment vibé dès le premier cours. J'ai adoré sa personnalité à la fois très pédagogue, puisque j'ai appris des choses, et en même temps hyper fun. On a beaucoup rigolé. And with Jack Reacher, it's quite funny, because in the book, they call him the Yeti, which means he's massive. He stands about 6'10", built like a brick, you know? Yeah. Tom Cruise is acting. J'ai vraiment passé un moment privilégié parce que ce qui est génial, c'est qu'il n'y a personne pour te juger si tu n'es pas à l'aise, par exemple. C'est pas une classe de 30 élèves, vous êtes en face-to-face et tu peux vraiment être la star de ton cours, puisqu'il n'y a que toi qui parles finalement. Enfin, avec ton tuteur bien évidemment. Mais c'est vraiment cool de pouvoir pratiquer pendant 15, 30, 45 minutes, voire 1 heure sans interruption. En tout cas pour moi c'était vraiment une super expérience et j'ai adoré ces petits cours avec mon tuteur qui vit à l'autre bout du monde. Voilà, si vous avez envie de rejoindre vous aussi l'aventure Cambly, n'hésitez pas à aller vous créer un compte sur leur site via les liens qui seront dans la description. Ils vous permettront d'avoir un petit cours d'essai gratuit de 30 minutes et 50% de réduction sur votre abonnement annuel, ce qui est vraiment pas mal. Et maintenant, je vous présente My Favorite Thing is Monsters, car comment ne pas mentionner ce roman graphique qui a eu tellement d'importance pour moi, dans ma vie, pour ma chaîne, puisque c'est le premier livre que j'ai chroniqué, c'était ma toute première vidéo. Oui, oui. Elle est très cringe, mais j'en suis quand même très fière puisque c'est la première. C'est écrit et illustré par la majestueuse Émile Ferris et c'est sorti chez Fantagraphics Books en VO, puisque c'est là-bas que moi je l'ai lu, et ensuite il a été publié par Monsieur Toussaint Louverture. Ici on est sur un diptyque dont j'attends encore impatiemment le 2e volume, et je classerais My Favorite Thing is Monsters comme un genre de mystère un petit peu historique sur fond d'esthétique fantastique et horrifique. Oui, rien que ça. Ici on est à Chicago dans les années 60 et on suit une petite fille de 10 ans qui s'appelle Karen Reyes et qui est passionnée par les histoires d'horreur et d'épouvante et qui va se retrouver à enquêter sur la mort mystérieuse de sa voisine Anka, alors que la police a très vite conclu à un suicide. Le roman graphique se présente comme un journal intime, un journal de croquis, et on va donc découvrir à travers les yeux de Karen la vie et le passé mystérieux de Anka, cette juive allemande qui avait fui son pays après l'Holocauste et qui, vous allez le découvrir, n'a bien évidemment pas eu une vie toute rose. Bon, premièrement, My Favorite Thing is Monsters, c'est des... Vous avez vu mon bel accent quand même? C'est des dessins que moi je trouve époustouflants, ils ont tous été faits au stylo Bic. On a du noir et blanc, on a de la couleur. C'est extrêmement intéressant dans la structure et dans la façon dont c'est dessiné. Je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça incroyable. Je me demande si c'était pas le premier gros roman graphique que je lisais de toute ma vie.
C'est peut-être pour ça que j'ai été autant bluffée, mais j'ai vraiment adoré ce style. Et au-delà de ça, l'histoire, elle est passionnante, émouvante, mystérieuse, engagée aussi, parce que les thèmes abordés sont assez difficiles. On suit deux époques charnières en parallèle. On a l'Allemagne des années 30 et 40, on a le Chicago et plus largement des États-Unis de la fin des années 60, et on a ce personnage principal hyper mignon, hyper attachant, qui mène tant bien que mal sa petite barque et qui navigue cet univers compliqué qu'est la vie, quoi. Je pense qu'il va falloir que j'arrête de dire que j'ai adoré parce que c'est mes livres préférés, on a bien compris, mais je sais pas quand va sortir le deuxième tome. Le premier est sorti en 2017, donc ça commence à faire long, mais je sais que Émile Ferris a mis 6 ans déjà pour son premier tome. Ça vaut le coup d'attendre, mais j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Daphné du Maurier. Vous savez que c'est une de mes autrices préférées, et je dois absolument vous présenter mon roman préféré d'elle, de ceux que j'ai lus pour l'instant parce que je ne les ai pas encore tous lus, My Cousin Rachel. Ma cousine Rachel, tout simplement. C'est publié chez Virago Modern Classics en anglais, en tout cas la version que moi j'ai qui est magnifique. C'est disponible également au livre de poche et c'est donc un très bon thriller psychologique qui date de 1951. C'est l'histoire de Philippe, un jeune homme orphelin qui a été élevé par son cousin Ambroise, dont il est très proche, et qui va voir sa vie bouleversée par l'arrivée de Rachel, une femme mystérieuse qu'Ambroise épouse lors d'un voyage en Italie, alors que Philippe, lui, est resté dans leur demeure en Cornouailles, en Angleterre. Il se trouve que, étrangement, Ambroise décède peu après son mariage avec Rachel, et les lettres qu'il échangeait avec Philippe laissent à penser que Rachel n'y serait pas pour rien dans sa mort. Commence alors une quête de vengeance pour le désespéré Philippe qui a perdu la personne qu'il aimait le plus au monde. Quête de vengeance qui va d'ailleurs démarrer sous son toit, puisque la fameuse Rachel débarque un beau matin en Cornouailles, dans la demeure donc d'Ambroise et de Philippe, qui est toujours là, et qu'elle compte bien y rester quelques temps. Ma cousine Rachel, je trouve que c'est un thriller psychologique incroyable, comme d'habitude. Daphné du Maurier joue avec nos perceptions, avec nos sentiments, nos émotions, nos préjugés. Elle nous mène en bateau de A à Z, avec des personnages qui sont tantôt adorables, tantôt détestables. J'ai rarement été aussi investie dans une histoire et je peux vous dire qu'elle m'a fait perdre les pédales, tout comme Rachel a fait perdre les pédales à Philippe. Je ne suis pas sortie indemne de cette lecture, j'étais complètement obsédée par cette histoire, obsédée par ces personnages. Ça m'a vraiment retourné le cerveau. Je me souviens quand j'ai terminé ce livre, j'ai regardé l'adaptation cinématographique immédiatement parce que je ne voulais pas les quitter, je voulais pas quitter l'univers, je voulais pas... C'était beaucoup trop bien. S'il y a un classique à lire dans votre vie, que vous n'aimez pas les classiques, c'est celui-ci. Parce que ça se lit très facilement et que c'est du mystère, quoi. C'est de l'ambiance, c'est de la passion, c'est trop bien. On retourne un petit peu dans de la fantasy avec Brandon Sanderson, bien évidemment. Les archives de Rochard. Cette saga, pour le coup, je la lis en français parce que j'ai pas le courage. Chez nous, c'est édité au livre de poche depuis 2015 et ici, vous le savez, on est sur de l'épique fantasy. Apparemment, ça va être un premier cycle en 5 tomes qui sera pour nous un cycle en 10 tomes puisque les trucs sont tellement massifs qu'on est obligé de les diviser en 2 pour la traduction. Ah, c'est un voyage, c'est un engagement, mais vous ne devriez pas être déçus, je pense. Ici, on est donc dans un immense univers de fantasy assez complexe, avec plusieurs trames, plusieurs personnages dont les histoires vont se rejoindre à un moment donné. On suit Dalinar, qui est un général de guerre, et également le frère du roi qui a été assassiné il y a quelques années pour des raisons encore mystérieuses, et son royaume est donc en guerre
contre un peuple humanoïde assez mystérieux dont on sait peu de choses. On suit Kaladin, un jeune esclave qui se retrouve justement embarqué dans cette guerre contre son gré bien évidemment, et qui doit donc servir les généraux et les différents seigneurs au péril de sa vie. Et on suit également Shallan, qui est une jeune fille très intelligente dont la famille est surendettée et qui va devenir la pupille d'une grande érudite dans l'espoir de lui dérober un artefact très précieux qui pourrait éponger les dettes de sa famille. Les archives de Roshar, pour moi, c'est indéniablement l'épique fantasy la plus épique, la plus fouillée, la plus foisonnante de toute la fantaisie contemporaine. Alors je dis ça alors que j'ai bien évidemment pas tout lu, mais c'est assez incroyable, c'est tellement immersif, c'est tellement génial, je suis absolument fan des personnages, de l'intrigue, de l'univers qui est, mais je me dis mais comment on peut imaginer des choses aussi autant de choses en fait. Le world building est incroyable et je pense que c'est ce qui est le plus impressionnant dans Roshar, mais vous verrez que moi je trouve qu'on a un très bon équilibre entre le plot, les personnages, l'ambiance, le world building, enfin tout. C'est génial et pour moi ça fait partie du best of the best de la fantasy contemporaine américaine. Un autre livre que j'avais découvert en version originale et que j'avais d'ailleurs écouté sur Audible, je suis désolée, vous entendez certainement mon ventre gargouiller, c'est insupportable. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est publié chez Atria Books en version originale et qui a été traduit littéralement chez Milady, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et ici, Taylor Jenkins Reid nous a concocté ce que moi j'appellerais un genre de biographie fictive. C'est donc l'histoire de Evelyn Hugo, comme le titre l'indique, une grande actrice du cinéma hollywoodien des années 50 à 80, 90 il me semble, fictive donc, malheureusement. Imaginez vraiment une icône à la Liz Taylor, une femme d'origine cubaine, aux mille et une facettes, aux mille et un défauts aussi, qui s'est vraiment battue pour se faire une place dans cette industrie et qui, à presque 80 ans, il me semble, décide d'accorder une grosse interview à une journaliste pour lui raconter tout simplement les dessous de sa vie privée et les dessous de sa vie amoureuse. Sa carrière est terminée, elle n'a plus rien à perdre et elle revient donc sur les 7 mariages qui ont jalonné sa vie de femme et elle révèle au grand jour la vraie histoire de son vrai grand amour. Ce que j'adore avec ce bouquin, c'est que c'est une plongée fictive mais qui paraît tellement réaliste dans l'industrie du cinéma hollywoodien de l'époque. Époque qui était très difficile pour les femmes puisque c'est aussi une industrie qui est très difficile, très misogyne, très discriminante en soi, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que ce soit envers les femmes, envers les personnes racisées, envers les personnes queer, comme notre personnage principal, Evelyn. Je trouve que le génie de Taylor Jenkins Reid, c'est d'écrire des personnages qui sont plus vrais que nature, qui ont mille et une facettes, qui ont de grandes qualités certes, mais aussi de grands défauts, qui paraissent réels en fait. C'est une histoire que j'ai trouvée très humaine, très poignante et je pense que je pourrais relire ce livre à l'infini puisque je l'ai absolument adoré. Un ovni que je qualifierais de thriller, de science-fiction, un peu Lovecraftien sur les bords, American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, c'est publié chez Albin Michel Imaginaire. On va suivre l'histoire assez barrée, il faut le dire, ou en tout cas étrange, de Mona qui hérite d'une maison qui appartenait à son père. Celui-ci vient tout juste de décéder. Maison qui se trouve dans une ville qu'elle ne connaît pas, où elle n'a jamais mis les pieds et qui ne se trouve en plus sur aucune carte. Elle accepte quand même l'héritage de cette maison dont elle n'avait jamais entendu parler dans sa famille quand elle apprend
que sa mère y avait autrefois vécu, sa mère qui s'est suicidée des années plus tard alors que Mona n'était qu'une enfant. Et quand elle arrive à Wink, cette ville hyper bizarre, hyper mystérieuse, qui paraît presque hors du temps et complètement recluse, Mona s'aperçoit très vite que ses habitants ne sont pas du tout normaux, qu'il se passe aussi des choses pas normales et elle va essayer de comprendre pourquoi sa mère a vécu là et qu'est-ce qu'elle y faisait surtout. Pour moi, l'immense atout d'American Elsewhere, c'est que c'est un roman d'ambiance et plus ça va, plus je me rends compte que c'est quelque chose qui est très important pour moi, peut-être plus que tout le reste. L'auteur prend son temps pour nous amener son univers, l'atmosphère est complètement étouffante, suffocante, mystérieuse, électrique, parfois angoissante même. C'est un voyage unique que de s'embarquer dans cette histoire. Je ne peux pas vous en dire trop parce qu'il y a plein de choses dans cette histoire. C'est un roman qui fait plus de 800 pages il me semble, donc bien évidemment il se passe plein de trucs. C'est une aventure qui peut être certes un petit peu déconcertante, mais moi j'ai trouvé que c'était génial d'imagination et d'immersion. Si seulement je pouvais relire ce livre pour la première fois, j'aimerais tellement. Toujours en fantasy, il y a une trilogie que j'adore, trilogie qui n'est pas terminée, mais que j'aime de tout mon cœur, et à ce qui paraît, on va avoir le 3e et dernier tome en 2023. Il se pourrait que ce soit une vraie info cette fois. Je vous parle bien évidemment de Martyr d'Olivier Perru. D'ailleurs, pourquoi je dis Olivier? C'est écrit Oliver sur la couverture. C'est publié chez J'ai lu dans leur super format semi-poche imaginaire. Martyr, c'est l'histoire de deux frères assassins dont le peuple a été entièrement décimé lorsqu'ils étaient encore enfants et dont ils sont donc les deux seuls rescapés. Ils vivent désormais incognito dans la capitale du royaume, mais ça c'est jusqu'à ce que leur passé vienne les rattraper sous la forme d'un homme mystérieux, borgne, qui leur veut on ne sait quoi mais qui les pourchasse. Tout ça sur fond de complot politique dans un vaste univers, sur fond de menaces d'une grande guerre qui risque d'éclater. C'est un récit très sombre que j'ai trouvé unique, envoûtant et qui m'a énormément marqué quand je l'ai lu en 2016. 2016. Oh my god, c'était il y a si longtemps. Pareil, je pense que parmi les fans d'imaginaire et notamment de fantasy, il doit y en avoir pas mal parmi vous qui ont lu les 2 premiers tomes de Martyr et qui sont un petit peu désespérés comme moi. L'univers il est hyper original je trouve, enfin c'est de la fantasy entre guillemets basique comme un genre de Game of Thrones, mais il y a une vibe, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose qui rend cet univers unique. L'intrigue est hyper complexe, les personnages sont fouillés, j'adore cette relation entre les deux frères qui sont hyper attachants, qui sont les deux seules personnes qui leur restent au monde. On a des antagonistes qui sont absolument détestables mais qu'on adore détester. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre en termes de fantasy française, ça c'est sûr. Et on termine enfin cette vidéo avec The Well of Loneliness de Marguerite Radcliffe Hall. En français, ça a été publié sous le titre Le Puits de Solitude chez Gallimard. Moi, je l'ai dans la magnifique édition Vintage Classics parce que je l'ai aussi lu en anglais. Et ici, on a un grand classique de la littérature lesbienne. L'histoire se passe à la fin du 19e siècle, il me semble, dans une famille un peu aristocratique de la campagne anglaise. Famille qui a élevé sa fille unique comme un garçon. Elle s'appelle Steven, c'est pour te dire à quel point ces vieux voulaient un mec. Et on a donc ce personnage principal qui grandit dans un environnement assez privilégié quand même, qui grandit dans l'abondance, qui est libre de faire absolument tout ce qu'elle veut sans aucune contrainte de genre ou de sexe ou whatever, jusqu'au jour où son père décède assez subitement et qu'elle se retrouve du coup seule avec sa mère,
qui est beaucoup moins fun. Bien évidemment, je vous ai dit que c'était un classique de la littérature lesbienne, donc on a notre personnage principal qui est une femme lesbienne et on la suit de son enfance jusqu'à son âge adulte. Vous imaginez qu'à l'époque ce n'était pas facile. Elle a eu une vie plutôt compliquée, un parcours semé d'embûches et c'est ce que l'autrice nous raconte ici dans ce récit. Pour moi, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment un grand classique qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. C'est un roman qui est paru en 1928 dans un contexte un petit peu troublé puisqu'il a fait scandale et qu'il a été interdit en Angleterre. Ça a fait vraiment beaucoup de bruit. J'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse ou aller faire vos petites recherches. À l'époque, c'était vraiment un plaidoyer en faveur des droits homosexuels, mais c'est pas que ça parce que c'est aussi un récit, une histoire qui est hyper intense, qui est hyper émouvante. C'est l'histoire d'une femme qui se découvre, c'est l'histoire de son combat. Il y a beaucoup à dire de ce livre, mais je ne peux pas trop m'étendre ici parce que déjà j'en ai déjà parlé et cette vidéo est beaucoup trop longue et je pense que tout le monde en a marre de m'entendre parler. Mais je me dis que si vous n'en aviez jamais entendu parler, que vous tombez sur cette vidéo et que du coup votre curiosité est émoustillée, et bien tant mieux parce que moi je trouve que c'est une petite pépite. Alors c'est pas un roman feel good puisque vous savez qu'à l'époque, les romans qui mettaient en scène des personnages queer étaient rarement feel good, soit pour dénoncer la réalité de l'époque, soit parce que bon, c'était un peu de la censure en mode si tu es gay, lesbienne ou que sais-je encore, tu ne peux pas avoir une vie où les choses se passent bien. Donc voilà, warning là-dessus, ça fait pas plaisir à lire, mais moi c'est une lecture qui m'a énormément marquée. Que j'ai lu à une époque aussi où, je sais pas, je me suis rattachée à ce livre très très fort, telle une bouée. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué et j'y pense très souvent. J'aimerais beaucoup le relire. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de mes livres préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les liens pour Cambly dans la description si ça vous intéresse. Merci à eux d'ailleurs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi je vous souhaite de très belles lectures et en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!